Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite les titres sommaires de cette édition. Un unique identifiant d'adressage pour chacune des rues et routes du district d'Abidjan. Le ministre Bruno Nagbané-Koné lance officiellement le projet financé par la Banque mondiale dont les études de faisabilité ont été entamées en 2018. Du gaz comme alternative aux barrages hydroélectriques qui enregistrent une forte baisse du niveau des eaux. Une alternative envisagée depuis bien des années déjà. Où en est la recherche? La Côte d'Ivoire pourra-t-elle user de cette solution dans cette crise énergétique? Des réponses dans ce journal. Et puis ce lourd bilan de morts au Brésil, 25 personnes tuées dans une opération anti-drogue dans une favela de Rio de Janeiro où des trafiquants de drogue sont accusés de recruter des mineurs. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. L'actualité en Côte d'Ivoire, une opération d'adressage des rues du district d'Abidjan démarre bientôt. Le centre opérationnel qui conduit le projet a été visité par le ministre Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui a d'ailleurs lancé l'opération suivant ce compte-rendu de Cheikh Koné. C'est ici, à la centrale d'adressage du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, que sera pilotée toute l'opération d'adressage des rues d'Abidjan. Ce centre est composé d'outils technologiques de pointe comme ce type particulier de véhicule d'un angle de vue de 360 degrés devant sillonner les communes du district d'Abidjan pour identifier les rues et carrefours. En inaugurant cette centrale, Bruno Nagbané-Koné marque d'un coup le démarrage officiel de l'opération d'adressage. Ce projet est très attendu par le chef de l'État, très attendu par le Premier ministre et très attendu par la population ivoirienne. Pour ces raisons, nous attachons du prix à la réussite de ce projet d'adressage et nous nous donnerons les moyens de le réussir. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est voulu rassurant sur la toponymie, entendez, la science sur la dénomination des noms des rues et carrefours. Nous avons tiré les leçons des échecs passés. Et parmi les raisons de ces échecs, il y avait le fait justement que la politique en matière de toponymie n'avait pas été bien construite. Vous avez pu voir des rues dénommées avec des chiffres et des lettres que personne, en définitive, ne retenait. Vous prenez tout le plateau, pratiquement toutes les rues aujourd'hui sont dénommées. Mais combien de personnes sont capables de retrouver une rue ou le nom d'une rue qu'on lui indique? Très peu. Bon. Donc c'est tout cela qu'il faudra cette fois corriger. Le district d'Abidjan compte à ce jour environ 11 750 voies et plus de 36 000 carrefours. Sur l'ensemble de ces voies, seulement 4% ont fait l'objet de dénomination. Toutes ces insuffisances seront prises en compte par la centrale d'adressage, a précisé Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET. La centrale jouera donc le rôle de maître d'œuvre, s'assurera de la mise à jour des données d'adresse, de la qualité et de la fiabilité des données traitées, ainsi que de la pérennisation du projet d'adressage. Pour la lutte contre la vie chère, un organisme gouvernemental est dédié aux consommateurs. Il est désormais fonctionnel. Le Conseil national de la consommation, une structure consultative officiellement créée en 2016 pour mieux assurer la protection des consommateurs et renforcer les capacités à défendre leurs intérêts. 32 membres composent ce conseil. Près de 5 ans après sa création, il a été installé hier. Le point avec Lansine Bakayoko. Le gouvernement, plus que jamais, se mobilise pour créer de nouveaux outils de régulation économique. Les 32 membres du Conseil national de la consommation qui prennent fonction devraient conjuguer compétitivité des entreprises de production et renforcement de la protection des consommateurs. Vous devez donc réfléchir et agir pour la consommation, pour une consommation plus sûre, plus soucieuse des générations futures, plus respectueuse des différents droits. Il s'agit pour cet organe paritaire consultatif de bonne gouvernance de permettre une meilleure fluidité du marché tout en garantissant aux consommateurs la possibilité de mieux faire jouer la concurrence et de bénéficier des offres les plus performantes, notamment en termes de prix et de services rendus. Cet organisme paritaire consultatif a ainsi pour but de créer un cadre de rapprochement entre les consommateurs, les organisations patronales et l'administration publique, de sorte à instaurer un climat sain. Ça vient à point nommé en une période
où le consommateur, la plainte des consommateurs vient de partout sur l'étendue nationale des territoires. Pour le gouvernement, cette structure appelée Conseil national de la consommation représente donc le dernier maillon de la digue qui va protéger les populations contre les velléités d'abus en tout temps et en tout lieu. Elle vient donc parachever et renforcer le dispositif institutionnel dédié à la lutte contre la vie chère. Elle démontre clairement, en tout cas, la volonté du gouvernement de renforcer le monde consumériste et de lui offrir un cadre d'échange approprié permanent. Le Conseil national de la consommation pourra émettre des avis sur les textes de loi susceptibles d'impacter la consommation. Les consommateurs en Côte d'Ivoire s'inquiètent des perturbations du réseau de distribution de l'électricité. La baisse du niveau des eaux dans les barrages hydroélectriques étant en cause, une autre piste de production d'électricité existe. Le gaz étant l'une des ressources énergétiques principales du pays, des investissements ont été réalisés pour développer des centrales thermiques il y a bien des années et 4 groupes thermiques sont déjà en service. Des précisions sur ce qui pourrait être une solution à la crise énergétique sont données dans ce reportage de Jean-Luc Mongbo. On regarde. Des barrages hydroélectriques pour la production de l'électricité, mais également des centrales thermiques alimentées par le gaz naturel. Nous utilisons le gaz naturel qui provient des opérateurs gaziers. Et c'est ce gaz naturel-là que nous allons transformer pour produire de l'énergie. Donc, ce sont les turbines à gaz qui permettent cette transformation. Mohamed Traoré est directeur technique dans une des 4 centrales thermiques du pays. Bien que dominant dans le mix énergétique, la production de l'électricité à base de gaz reste peu connue et son process relativement complexe. On va faire une combustion au niveau de ce gaz-là. Il sera ensuite détendu au niveau de ce qu'on appelle la turbine elle-même. Et cette turbine étant accouplée à un générateur, on pourra ainsi produire de l'énergie électrique. Maintenant, le fameux gaz de combustion qu'on utilise pour faire tourner la turbine à gaz, au lieu de le mettre à l'atmosphère, on a fait ce qu'on appelle un cycle combiné. Donc on va récupérer ce gaz de combustion-là, on va l'utiliser dans une chaudière de récupération pour chauffer de l'eau. Ça va produire de la vapeur et cette vapeur-là, on va ensuite l'utiliser pour faire tourner, cette fois-ci, une turbine à vapeur qui est elle-même également accouplée à un alternateur qui permet la production d'énergie. Une fois produite, l'énergie est transportée sur le réseau électrique national. La distribution de cette énergie aux usagers reste du ressort de la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais la production de gaz en Côte d'Ivoire ne permet pas de satisfaire la demande nationale des centrales thermiques, d'où d'importants investissements en cours de réalisation dans le secteur, comme ici à la centrale d'Azito. L'équipement de production qui est en construction maintenant fait partie de ce programme qui a été conçu depuis de longues années et il prévoit donc des mises en service d'équipements, de nouveaux équipements de production de sorte à couvrir la demande en énergie qui est croissante et qui permettra de régler définitivement tous les incidents que nous rencontrons ça et là compte tenu de la situation du moment. En attendant de faire évoluer le mix énergétique dans le sens des énergies renouvelables, avec notamment la construction de nouveaux barrages hydrauliques, les centrales thermiques restent l'une des principales solutions à la production de l'électricité et à la satisfaction des besoins des populations. Et ce système de production électrique pourrait, avec des investissements plus importants, être une solution durable à la crise énergétique. Et malgré cette crise de l'énergie en Côte d'Ivoire, il est indéniable que l'électricité est une source de développement pour notre pays. Son impact sur les activités génératrices de revenus des femmes rurales a été évalué. Les femmes vivant dans des localités couvertes par le réseau électrique national consacreraient plus de temps à leur activité et auraient des revenus un peu plus importants. Avec le déficit du réseau que nous vivons, les experts penchent pour la valorisation des centrales à biomasse en zone rurale. Le suivi des études est rapporté par Dangui Dangui.
L'électrification des zones rurales ouvre les portes à de nombreuses opportunités économiques aux femmes des localités bénéficiaires, d'autant que l'accès à l'électricité leur permet de réaliser un gain de temps qu'elles réallouent à d'autres activités génératrices de revenus, révèlent les résultats d'une étude scientifique de l'impact de l'accès à l'électricité sur l'autonomisation des femmes rurales. Une étude réalisée en 2015 par des chercheurs ivoiriens. Quand vous allez dans un village au nord de Korogo, où il n'y a pas d'électricité, la femme qui va produire le beurre de karité et la noix, elle l'écrase avec du caillou. Imaginez une cuvette de noix qu'on doit écraser pour avoir la pâte, pour avoir le beurre et faire le beurre de karité. Mais s'il y a l'électricité dans ce village, on pourra mettre des broyeuses qui vont permettre à la femme d'écraser très rapidement. L'étude montre que la femme qui consacrait 75 heures par semaine aux tâches ménagères, avec l'arrivée de l'électrification, elle y consacre moins. C'est-à-dire qu'elle baisse son temps d'allocation de près de 12% au profit des activités génératrices de revenus qu'apporte l'électrification. Et selon cette étude, une femme dans une zone électrifiée a 57% de chances d'avoir un emploi à temps plein et la probabilité qu'elle ait un emploi rémunéré augmente de 4%. Au regard de l'impact positif de l'accès à l'électricité sur l'autonomisation de la femme et du coût élevé du raccordement au réseau électrique national, les experts proposent d'autres options en matière de politique d'électrification des zones rurales. Ils conseillent par ailleurs la centrale à biomasse, plus rentable et utilisant des ressources renouvelables et inépuisables. Et suivons à présent l'évolution de la pandémie de coronavirus. Dans le monde, la lutte anti-Covid s'accentue. Les possibilités de lever temporairement les brevets protégeant les vaccins devraient accélérer la production et la distribution des vaccins car le monde n'est pas encore débarrassé du virus et le dernier bilan de la pandémie dans notre pays présente 84 nouveaux cas de Covid-19, 31 cas de guérison et selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, 46 315 cas confirmés ont été à cette date répertoriés en Côte d'Ivoire. On dénombre également 45 764 personnes guéries, 291 personnes décédées. Il reste encore 260 cas actifs. La campagne vaccinale, elle enregistre 215 010 personnes vaccinées contre la Covid-19 sur tout le territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire engagée contre la Covid-19, mais c'est aussi un engagement pour la réconciliation nationale. L'actualité politique ces derniers mois enregistre des annonces sur le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers, des crises post-électorales et également le retour annoncé de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un engagement clairement défini pour faire évoluer ou même consolider l'idée de la Côte d'Ivoire solidaire. Le temps de l'union sacrée a peut-être sonné. Écoutons l'avis des fils et filles de la Côte d'Ivoire dans ce dossier que nous propose Alexis Ouedraogo. On regarde. La Côte d'Ivoire amorce une dynamique nouvelle du processus de réconciliation nationale. Rassembler tous ses fils et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre Côte d'Ivoire. Nous avons l'impérieux devoir, et ça c'est extrêmement important, de léguer aux générations futures une Côte d'Ivoire réconciliée. La réconciliation doit être vécue dans la vérité, dans la sincérité, avec humilité. Chacun doit apporter du sien et je crois que c'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Le 29 avril dernier, au cours de sa rencontre avec la région de Lamé, le chef de l'État partage une vision, celle d'un pays avec une réconciliation renforcée. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible, mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Et la parole fait bien vite place aux actes. Le 30 avril à la primature, le chef du gouvernement reçoit la plateforme EDS. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire.
Dans ce même laps de temps, au ministère de la Réconciliation nationale, les rencontres se succèdent pour le retour de certains leaders politiques toujours en exil. Il me semble que nous sommes dans le temps de la paix, que leur retour au pays vienne aider à consolider la paix. Les populations, elles, saluent cette dynamique. Le président Alassane Ouattara, il a vraiment réfléchi haut. Et c'est un grand homme, c'est un homme de cœur. Cette décision devait être prise depuis, parce que ça allait plus consolider l'union et puis la paix en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a ses partisans qui, certains souvent se mettent à l'écart de la construction du pays parce que leur leader charismatique n'est pas là. Avec l'arrivée de M. Laurent Gbagbo, je pense que les esprits vont s'apaiser et puis les choses vont aller. Tout ce que je peux dire, c'est merci au président, vraiment merci. Vous avez fait un très grand geste en faveur de la population ivoirienne. Sur la scène politique, l'on est bien conscient de ce souffle nouveau en faveur de la réconciliation nationale. Pour Anne Désiré Ouloto, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné l'exemple dès son accession à la magistrature suprême. À tous les fils et les filles de ce pays et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je vais lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à l'espérance. Rassembler, c'est la vocation de la République. Pour Anne Ouloto, la réconciliation doit se faire dans la sincérité. Tous les acteurs d'une crise sont concernés par la réconciliation. C'est la raison pour laquelle il est important que la réconciliation se fasse dans un processus. Je demande pardon. J'accompagne ce pardon d'actes forts pour réparer. Et je m'engage à ne plus recommencer. Je promets que cela ne se reproduira plus. Un processus qui, justement pour l'UDPCI, doit bien prendre en compte les populations. La réconciliation est certes la réconciliation des politiques, des hommes politiques, des acteurs politiques, mais la réconciliation aussi entre les citoyens ordinaires, donc des actions de proximité qui contribuent à consolider la cohésion nationale. Et cela est une demande forte de nos compatriotes. La plateforme EDS partage cette vision et appelle à un dialogue national. Aujourd'hui, il y a de nombreux acquis. Il y a une bonne avancée dans le processus de réconciliation nationale, avec notamment la libération du président Laurent Gbagbo, qui est notre référent politique. Cette réconciliation, oui, elle impose un devoir de vérité. Un devoir de vérité et de repentance. Vérité et repentance dans tous les camps, quels que soient tous les camps. Et je pense que ces deux éléments doivent rentrer dans le cadre d'un dialogue national inclusif autour des principaux leaders politiques, notamment le président Laurent Gbagbo, le président Bétier, le président Alassane Ouattara. Il est important que ce dialogue puisse aborder tous les problèmes qui pourront nous permettre d'aller à une véritable réconciliation. Le directeur exécutif du RHDP indique l'importance de cette étape. Pour lui, il faut que la classe politique fasse preuve d'humilité. Il y a aujourd'hui ce que nous appelons des victimes silencieuses. Ces victimes silencieuses souffrent. Et il est bon que nous, les responsables politiques, nous ayons le sens de la repentance. Il faut que nous ayons en nous l'humilité. Et c'est ce sens de l'humilité et la repentance qui vont aider à apaiser les cœurs et les esprits des uns et des autres. Je voudrais donc en appeler à une solidarité, à une vraie chaîne de solidarité autour des valeurs de tolérance, autour des valeurs donc de pardon, mais surtout autour des valeurs d'humilité. D'humilité, pour que, ensemble, nous puissions donc être aux côtés de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire solidaire se met en marche pour bâtir, main dans la main avec tous ses fils, l'avenir.
Voilà, bâtir l'avenir, ce dossier d'Alexis Ouedraogo sur le renforcement du processus de la réconciliation nationale. C'était là l'avis donné des acteurs politiques ivoiriens et également de la société civile. Un dossier à revoir sur rti.info. Dans la lutte contre la pollution, les centres ivoiriens anti-pollution accueillent 44 inspecteurs assermentés, un renfort pour combler le déficit de personnel et assurer l'efficacité du service de l'inspection des installations classées. Ces inspecteurs devront veiller à l'application des prescriptions environnementales dans les unités industrielles. Wotianga Danyogo et Grace Kando. Aussi Francis, Monsieur Assagou Désiré. 44 inspecteurs des installations classées du Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL prêtent serment devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Ils auront pour mission principale le contrôle en milieu industriel de l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Les installations classées, ce sont des entreprises de production avec un système de production clairement défini. Ça peut être des stockages souterrains ou aériens. Ça peut être aussi des carrières. L'environnement est sans cesse menacé par toute activité. On pourrait être plus efficace si la population nous aide. On compte sur la population pour nous interpeller et nous informer là où la santé et l'environnement est menacé. Ces nouveaux inspecteurs viennent combler un vide au sein du Centre ivoirien anti-pollution, certes. Il y a cependant beaucoup à faire. Aujourd'hui, on dénombre 4800 installations classées. C'est de 4800 qu'on doit surveiller 2 fois dans l'année. C'est largement insuffisant. On a pris encore au moins une vingtaine qu'on est en train de former. Quand ils seront formés, on va aussi demander à ce qu'ils viennent prêter serment avant de pouvoir travailler. Les 44 inspecteurs des installations classées, dont 11 femmes et 33 hommes, ont été formés durant 3 ans sur la méthodologie de l'inspection des installations classées et la rédaction des rapports scientifiques. La RTI consolide ses liens avec les annonceurs. Ses partenaires ont été entretenus sur la nouvelle vision du média public au cours de cet événement incontournable. RTI Business, une occasion de réaffirmer le positionnement du groupe dans l'espace audiovisuel ivoirien. La présentation des audiences, des chaînes, des nouvelles offres tarifaires et également les opportunités de visibilité pour ces annonceurs ont été exposées à cette occasion. Le point de Franck Quadio. Le leadership du groupe RTI dans le paysage audiovisuel ivoirien encore confirmé. RTI 1 arrive en première position en termes d'audience cumulée dans l'ordre de 54 à 55%. Autrement dit, près de 6 personnes sur 10 suivent les programmes du groupe. Ces chiffres sont le résultat d'une étude d'audience portant sur les périodes 2020-2021 réalisée par 3 cabinets d'experts sollicités, 2 cabinets français TNS et Médiamétrie intervenant par visioconférence et le cabinet ivoirien Marketing Choice. Des résultats présentés aux annonceurs au cours d'une rencontre. Le groupe veut ainsi les rassurer quant à son positionnement. Regardez un peu les données d'audience. On a vu qu'elles étaient dominées par RTI 1 et RTI 2. Au niveau des télés, on a vu que la 3 était en plein essor. On a vu également aussi que les radios, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 étaient très écoutées. Ça, c'est individuellement. Alors que la RTI est un groupe. Qu'est-ce que ça donne lorsque nous avons une audience cumulée? On combine à la fois RTI 1, RTI 2 et puis la 3. Ça veut dire que le client est vraiment visible partout. Et c'est cette force-là qu'on a concoctée et qu'on a symbolisée au niveau de ces nouvelles offres-là afin de pouvoir lui proposer. De nouvelles offres mieux adaptées aux réalités actuelles. Nous savons que nos annonceurs, c'est-à-dire nos partenaires, ont des besoins de plus en plus sophistiqués. Nous leur proposons d'autres types de communication que nous confectionnons ensemble. Nous faisons de leur satisfaction notre objectif fondamental. Satisfaction, le maître mot réaffirmé par le directeur général Fosseni Dambélé qui a insisté sur la mission de service public du média d'État. La RTI est à l'écoute des Ivoiriens, à l'écoute des auditeurs et des téléspectateurs et a su se réinventer pour renforcer sa résilience et répondre aux attentes. Nous avons avec vous et avec vos soutiens glané au cours de l'année 2020 différents prix qui démontrent cette qualité de l'offre éditoriale de notre groupe. Nous agissons pour la Côte d'Ivoire entière, étant entendu que nous sommes mandataires du service public de l'audiovisuel et nous savons qu'en la matière, les exigences et les attentes sont parmi les plus fortes.
Nous nous engageons en tout cas à être à l'écoute. Nous nous engageons avec vous à aller plus loin ensemble en 2021 pour vous servir le meilleur. Un engagement bien perçu par les partenaires. De cette présentation très heureuse et satisfaite de savoir qu'on ne s'est pas trompé, nous en tant qu'annonceurs, de faire confiance à la RTI pour promouvoir nos différentes activités. Aujourd'hui, on a pu assister à 3 présentations donc de différents cabinets qui nous ont donné la possibilité de constater et de voir que la RTI demeure la chaîne la plus regardée. Ils nous ont donné aussi la possibilité, à partir des chiffres, de pouvoir évaluer le taux de pénétration de la RTI en termes de consommation média chez les Ivoiriens. Le groupe RTI, notons-le, est selon African Business le média le plus suivi en Afrique de l'Ouest et il occupe au niveau continental la 14e place. Voilà, la RTI Média Leader qui accompagne tous les secteurs. Et nous parlons de culture à présent. La promotion des genres littéraires auprès de la jeunesse. Un concours de composition épistolaire est organisé autour de la pandémie de coronavirus. 10 jeunes ont été présélectionnés pour concourir. Ils ont écrit une correspondance sur leur expérience de la Covid-19. Le grand lauréat de la 50e édition du concours est un jeune garçon du collège moderne de Bingerville. On le découvre avec Ahmed Traoré et Astou Touré. Le concours international de composition épistolaire pour les jeunes de l'Union postale universelle UPU célèbre cette année son 50e anniversaire. 10 lauréats se sont dégagés du lot. Mais le grand vainqueur de ce concours en Côte d'Ivoire se nomme Bodo Christ, élève inscrit en classe de 5e au collège moderne de Bingerville. J'ai pris 2 jours pour écrire la lettre. J'ai parlé de ma grande sœur Déborah, qui était infectée au CHU de Trècheville. Je voudrais sensibiliser les gens à porter le cache-nez et à respecter les mesures barrières. Lancé en 1971, ce concours vise à favoriser l'alphabétisation parmi les enfants du monde entier par le biais de l'art épistolaire. C'est un objectif noble et depuis 50 ans cela s'organise et la Côte d'Ivoire, avec les objectifs à venir, être le pays qui va organiser le 27e congrès de l'UPU, voulait aussi montrer aux yeux du monde que nous nous intéressons à l'écriture et tout ce que l'UPU nous demande, nous faisons tout pour que nous puissions accéder. La Côte d'Ivoire ainsi se développe et montre que le secteur postal fait bien partie de nos activités. En 2021, le concours a pour thème « Écris une lettre à un membre de ta famille au sujet de ton expérience de la Covid-19 ». Les lettres doivent être manuscrites, comporter moins de 800 mots. Le grand vainqueur de ce concours a reçu une tablette, plus la somme de 450 000 francs CFA. Le mois de Ramadan est à son 26e jour et les musulmans achèveront bientôt donc ce mois de pénitence, le jeûne du Ramadan. Et en attendant, cette prescription de ce mois est toujours appliquée, le partage. Une caravane dédiée au partage en cette période pour la communauté musulmane a marqué un arrêt dans la commune de Port-Bouët. Là-bas, les populations se sont partagées une demi-tonne de vivres à Boussanogo. La caravane Solidarité Sunakari Tour du Souvenir, Ado AGC, fait escale chez les Soufis et les Tidjani, 2 communautés musulmanes dans la commune de Port-Bouët. Les mets chargés de vivres et non-vivres, composés essentiellement de riz, de sucre et de pâtes alimentaires. Au total, une demi-tonne offerte à chacune des 2 communautés par Ali Badara Konaté, président des libéraux pour la renaissance et le développement Nouvelle Énergie, geste qui vise à soutenir les fidèles de ces communautés en cette période de Ramadan, mois de partage. Ali Badara Konaté a fait un plaidoyer aux hommes de Dieu pour des prières pour la cohésion sociale, la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus demander des bénédictions au chef pour le nouveau gouvernement que le président vient de mettre en place pour la sécurité dans notre pays. Et nous allons continuer toujours à soulager les familles vulnérables, toujours à apporter la solidarité du président Alassane Ouattara. Un geste apprécié par Cheikh Soufi Konaté et Cheikh Chérif Oumar, respectivement guides spirituels de la communauté Soufi et Nasrul Lim, Côte d'Ivoire. Les prières pour le pays sont des prières de stabilité dans ce pays-là.
de cohésion sociale, mais surtout que les filles et les fils de ce pays-là puissent s'aimer d'un véritable amour, et que ce pays-là connaisse le développement et que tous les habitants de ce pays-là soient heureux. Mais bien avant, et poursuivant cette tournée, la caravane Solidarité Tour Sunakari du Souvenir était dans la commune d'Abobo pour des remises de dons aux fidèles musulmans, notamment ceux de la congrégation religieuse Ansardine d'Abobo, dont réceptionné par son vice-président chargé de la mobilisation, El Hadj Ibrahim Nyangado. Et l'information hors de nos frontières au Brésil, une opération anti-drogue a fait 25 morts. La police avait lancé hier un assaut contre des trafiquants accusés de recruter des mineurs dans une favela de Rio de Janeiro. Le quartier est considéré comme une base du commando Vermelho, le commando rouge. Le bilan de cette opération de la police brésilienne serait le plus lourd depuis 2016. Nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 15h, le retour de l'actualité sur RTI 1 et je vous souhaite un excellent après-midi.